Bienvenue de nouveau. On est toujours sur la troisième unité concernant le transfert de l'information génétique par la reproduction sexuelle et la génétique humaine. N'oubliez pas de vous inscrire, vous abonner, mettre un like et laisser un petit commentaire. On est toujours sur le chapitre numéro 2 concernant les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. Et on est toujours dans le cas du dihybridisme. On a vu la dernière fois des exemples concernant les gènes indépendants, soit portés par des autosomes différents ou par un autosome et un chromosome sexuel. Maintenant, on va voir le cas des gènes liés. Donc, les gènes liés, deux gènes sont dits liés si les deux gènes sont situés sur la même paire de chromosomes, autosomal ou gonosomal. C'est ce que les anglo-saxons appellent linkage. Et on représente le génotype AB, AB. C'est-à-dire que A, B, les deux gènes sont portés par le même chromosome, autosomal. Et si le chromosome est sexuel, c'est-à-dire le gonosome, on met XX, donc X, le chromosome sexuel, avec AB, et AB, on a ici. Donc les deux gènes sont portés par le même chromosome. Alors dans ce cas, on peut se poser des questions. Comment déterminer si les gènes étudiés sont liés? Et peut-on déterminer la distance entre les gènes puisqu'ils sont liés? Est-ce qu'on peut déterminer la distance entre les gènes et les représenter sur le même chromosome en respectant la distance entre eux? Et les lois statistiques qu'on a vues dernièrement de Mendel sont-ils appliquées dans ce cas? Pour commencer, on va répondre à la question comment déterminer si les gènes étudiés sont liés. Et on va prendre un cas. On croise une souris de race pure au pelage uni et persistant, phénotype normal, avec une souris de race pure au pelage tacheté et caduc, phénotype anormal, c'est-à-dire les poils disparaissent 15 jours après la naissance. On obtient une première génération homogène de souris F1 dont les mâles et les femelles ont tous un pelage uni et persistant. On croise alors une souris F1 avec une souris tachetée à pelage caduc et on obtient en une vingtaine de portées 40 souris à pelage uni et persistant, 44 souris à pelage tacheté et caduc, 4 souris à pelage uni et caduc, 5 souris à pelage tacheté et persistant. Comme question, interprétez ces résultats. Donc, je vous laisse le temps pour essayer de répondre, de trouver une solution d'après ce que vous avez vu dernièrement, et on se voit après. Donc, d'après les résultats du premier croisement, on obtient une génération F1 qui est homogène, c'est-à-dire les mâles et les femelles sont tous à pelage uni et persistant. Ce sont des caractères de l'un des parents. Et bien sûr, les F1 sont hybrides, qui comportent 4 allèles, et seulement 2 sont apparus. Ça veut dire que ceux-là sont les dominants. On étudie la transmission de deux caractères, le caractère l'aspect du pelage, codé par un gène, et le caractère persistance du pelage, codé par un autre gène. Il s'agit d'un dihybridisme. La génération F1 obtenue est hybride et homogène du même phénotype d'un des parents montre que l'allèle uni et l'allèle persistant sont les dominants. Ainsi, le gène aspect du pelage, on le note grand U pour le dominant et petit t pour le tacheté, c'est-à-dire le récessif. Le gène persistant P, on le note grand P et le récessif, c'est-à-dire caduc, on le note petit c. On a ainsi les symboles pour les 4 allèles. Deux hypothèses correspondant au mode de transmission de ces deux gènes peuvent être formulées. L'hypothèse 1, les deux gènes sont indépendants, portés par deux chromosomes différents. Le parent 1 s'écrit alors phénotype UP, génotype UUPP. On a séparé bien sûr les caractères puisqu'on suppose qu'ils sont indépendants. Pour le parent numéro 2 s'écrit phénotype petit t petit c et génotype petit t petit t petit c petit c. Alors que les hybrides, puisqu'ils sont hybrides, c'est le résultat des deux parents, ils ont un phénotype UP d'après les données, donc ils auront comme génotype U petit t
C. La deuxième hypothèse, les deux gènes sont liés, c'est-à-dire qu'ils sont portés par le même couple d'autosomes sur le même chromosome. Donc le parent P1 qui a un phénotype UP aura comme génotype UP. Le parent numéro 2 aura comme génotype TC, petit tc, alors que les hybrides, ils vont avoir UP sur petit t, petit c. Donc, en respectant les conventions d'écriture UUPP pour les gènes indépendants, UUPUP pour les gènes liés. Donc, pour cela, on doit vérifier ces hypothèses, laquelle des deux est confirmée pour dire que les gènes étudiés sont indépendants ou liés. Donc, comme premier cas, en considérant les gènes indépendants, on a vu dernièrement que lorsque les gènes sont indépendants, et d'après F1 fois F1, on va avoir 4 phénotypes, mais dans une proportion 9, 3, 3, 1. Or ici, on n'a pas 9, 3, 3, 1. Et on a vu dernièrement dans le cas des gènes indépendants que le test cross, c'est-à-dire F1 fois un parent ou un individu qui a des caractères récessifs, va donner 4 phénotypes, mais à proportion égale. Un quart, un quart, un quart, un quart. Or ici, on n'a pas ces résultats. Donc on peut infirmer ou ne pas accepter l'hypothèse 1. Dans ce cas, les hybrides F1 peuvent produire 4 classes équiprobables de gamètes grâce au brassage interchromosomique, c'est-à-dire 25 UP, 25 U grand U petit c, 25 grand petit t grand P et 25 petit t petit c, c'est-à-dire un quart, un quart, un quart. Le parent 2 qui est récessif et pur ne peut donner qu'un seul type de gamète à 100% petit t petit c. Le croisement du backcross ou le test cross entre F1 et le parent 2 récessif donne donc 4 phénotypes ou 4 classes équiprobables, donc un quart, un quart, un quart, un quart. Par comparaison entre ces résultats théoriques et les résultats expérimentaux qu'on a ici, on constate qu'ils ne sont pas compatibles. Donc l'hypothèse 1 est réfutée et l'hypothèse 2 peut être acceptée. Alors pour l'hypothèse numéro 2, c'est-à-dire on a considéré que les gènes sont liés. Le parent homozygote récessif ne produira qu'un seul type de gamète. Donc si on prend celui-là, c'est-à-dire le cas lié, voilà, ce type-là, qui est récessif et pur, ne va donner qu'un seul type de gamète. Par contre, le parent F1 qui est hétérozygote va produire 4 types de gamètes. Par grand U, grand P, petit t, petit c va produire 4 types de gamètes pour avoir 4 phénotypes. Donc, le parent F1 hétérozygote produit 4 types de gamètes non équiprobables. Ceci ne peut être expliqué que par le fait que, par échange de segments de chromatides entre chromosomes homologues, c'est-à-dire qu'il va y avoir un crossing over lors de la première division de la méiose, c'est-à-dire que grâce au brassage intrachromosomique qui entraîne un échange d'un segment homologue porteur d'allèles différents, ce qui peut expliquer l'obtention de 4 phénotypes proportionnellement différents. 2 phénotypes parentaux, c'est-à-dire grand U, grand P et petit t, petit c, donc ce sont les parentaux, alors que grand P, petit t, enfin grand P, petit c et grand U, petit t, bien sûr, elles vont être ce qui peut expliquer l'obtention de 4 classes phénotypiques proportionnellement différentes. 2 phénotypes parentaux grand U, grand P et petit t, petit c forment 2 classes majoritaires de même effectif et 2 phénotypes recombinés grand U, petit c et petit t, grand P forment 2 classes minoritaires de même effectif. Donc vous voyez ici on a 2 phénotypes majoritaires, c'est-à-dire un grand nombre, et là on a un petit nombre, c'est-à-dire 2 phénotypes minoritaires. Donc forment 2 classes minoritaires de même effectif. Ceci est qualitativement compatible avec l'hypothèse de la liaison des gènes, ainsi on déduit que les gènes étudiés sont liés et portés par le même chromosome. Donc ce qui est à retenir. Dans le cas du dihybridisme, et à partir d'un test cross, obtenir 4 phénotypes dans des proportions différentes de 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, indique qu'on est en présence de gènes liés. Maintenant, on va chercher comment calculer la distance entre les gènes et donner une représentation chromosomique de ces gènes. Morgan avait remarqué que le pourcentage de recombinaison entre deux gènes liés est toujours à peu près le même, et que celui-ci varie avec le couple de gènes considéré.
Et l'on déduit que chaque gène occupe sur un chromosome un emplacement déterminé qu'on a appelé locus et émet l'hypothèse d'une corrélation entre le pourcentage de crossing over et la distance entre les gènes. Ainsi, le pourcentage de recombinaison qui traduit la fréquence des crossing over est d'autant plus grand que le gène ou que les gènes sont plus éloignés des uns des autres. Et il a formulé une équation. Distance des gènes AB est égale au pourcentage du crossing over, c'est-à-dire le nombre total d'individus recombinés sur le nombre total d'individus, fois 100. Un étudiant de Morgan, Tortivant, exploite cette idée et réalise que la distance entre les gènes doivent être additive. Il affirme que le pourcentage de crossing over peut servir à déterminer la position des gènes sur le chromosome. Des gènes, c'est-à-dire plusieurs gènes que deux. Et il construit ainsi la première carte génétique du chromosome X de Drosophila melanogaster dans les années 1910 et définit une unité de distance génétique en considérant que 1% de crossing over, c'est-à-dire le pourcentage des individus recombinés, est égal à une unité de distance génétique. L'unité de distance génétique sera appliquée plus tard en centimorgan, en hommage à Morgan. Donc 1% de crossing over est égal à 1 centimorgan. Remarque, si le pourcentage de recombinaison est égal à 0%, il y a linkage absolu. Les deux gènes sont liés et sont très proches et aucun crossing over n'est observé durant la méiose. Les deux caractères sont toujours observés simultanément et on obtient deux classes phénotypiques avec deux caractères. Si le pourcentage de recombinaison est compris entre 0 et 50, les gènes sont liés. Il y a un linkage relatif, là linkage absolu et là linkage relatif. Il y a une liaison physique et liaison génétique. Si le pourcentage de combinaison est supérieur à 50%, les gènes sont sur des chromosomes différents ou sur le même chromosome mais très éloignés. Là, il y a une liaison physique mais indépendance génétique. On va voir des exercices pour comprendre ces données. Notion de la carte factorielle ou la carte génétique. La probabilité de réalisation d'un crossing over entre deux gènes donnés dépend de la distance séparant les loci, c'est-à-dire les locus, de ces deux gènes. Plus les loci de ces deux gènes sont distants, plus cette probabilité est grande. La fréquence des gamètes de type recombiné pour deux gènes donnés est directement proportionnelle à la distance entre les loci de ces gènes. L'étude de nombreux croisements concernant différents gènes liés a permis de localiser et de positionner les gènes les uns par rapport aux autres le long du chromosome, ce qui permet d'établir ce qu'on a appelé la carte génétique du chromosome ou carte factorielle, c'est-à-dire une représentation du chromosome indiquant la position relative des loci des gènes les uns par rapport aux autres. Comme exemple, donc voilà la définition, c'est-à-dire pour calculer la distance. Donc la distance entre les gènes est égale au nombre des types, c'est-à-dire les phénotypes recombinés, le pourcentage, sur le nombre total des individus recombinés et parentaux fois 100. Et en déterminant la distance, on réalise ce qu'on a appelé la carte factorielle. C'est ça la carte factorielle. Donc on trace un trait représentant un chromosome et on met les deux gènes en respectant la distance qu'on a trouvée. Ici, D est égal à 12 centimorgan. Maintenant, on va passer à l'application en voyant le deuxième cas comme exercice. Afin d'étudier le mode de transmission de deux caractères héréditaires chez la drosophile, on réalise les croisements suivants. Premier croisement, on croise des drosophiles de lignée pure, tels que les mâles sauvages ont les ailes normales et les yeux rouges, et les femelles mutées ont les ailes tronquées et les yeux bruns. La première génération est toute sauvage. Donc ici on vous donne toutes, ça veut dire mâle et femelle. Le deuxième croisement, des femelles F1 avec des mâles mutés, double homozygote, a donné ces résultats. Le troisième croisement, des mâles F1 avec des femelles mutées, a donné 170 drosophiles du type sauvage et 175 drosophiles du type muté. Comme question, en se basant sur les résultats du premier croisement, déterminer les allèles dominants,
puis proposer des hypothèses sur la localisation des deux gènes étudiés. Deuxièmement, montrer que les résultats du deuxième croisement sont en accord avec l'hypothèse de deux gènes liés. Écrire les génotypes des parents en schématisant la localisation chromosomique des deux gènes. En exploitant vos connaissances sur le brassage inter- et intrachromosomique, schématiser le comportement des chromosomes au cours de la méiose conduisant à l'apparition des gamètes recombinés et comment expliquer l'obtention de faibles proportions pour les phénotypes recombinés. Donner une interprétation chromosomique du croisement 1 et 2 et que peut-on déduire de l'analyse du troisième croisement. Donc n'oublie pas d'arrêter la vidéo et essayer de répondre aux questions, puis redémarrer la vidéo pour trouver ou pour comparer vos réponses et les réponses représentées. Alors, si on commence par répondre à la première question. Dans cet exercice, on s'intéresse à l'étude de la transmission de deux caractères héréditaires, à savoir l'aspect des ailes et la couleur des yeux. Donc, il s'agit d'un cas de dihybridisme. Du premier croisement, on a une génération homogène et hybride. Donc la première loi de Mendel est réalisée et les parents P1, P1 et P2 bien sûr, sont de race pure et présentent un phénotype parental, c'est-à-dire les F1 qu'on a trouvé ici sont homogènes et présentent un phénotype parental, donc il s'agit d'un cas de dominance. Donc les gènes allèles gouvernant les caractères L longue et yeux rouges sont dominants et représentés respectivement par L pour long, les ailes longs, rouge pour les yeux rouges. Par contre, les allèles gouvernant le caractère L vestigial et yeux bruns, les yeux bruns, sont récessifs et notés respectivement V et P. Proposer des hypothèses. Alors, puisqu'on utilise deux caractères, donc on peut supposer soit elles sont indépendants, soit elles sont liées. Donc, deux hypothèses sont possibles. Peut-être que les deux gènes étudiés sont localisés sur le même chromosome, c'est-à-dire le même chromosome soit autosomal ou gonosomal, ou peut-être que les gènes étudiés sont localisés sur des chromosomes différents, c'est-à-dire indépendants, et ici ils sont bien sûr liés. Le deuxième croisement est un croisement test, puisque le croisement se fait entre un mâle double récessif et une femelle hybride de la génération F1. Dont le but est de vérifier la ségrégation indépendante des allèles. C'est-à-dire on réalise le croisement test pour vérifier la ségrégation, c'est-à-dire la disjonction, la séparation des allèles, s'il se fait indépendamment ou non. C'est-à-dire la troisième loi de Mendel. Le mâle muté ne produira qu'un seul type de gamète alors que la femelle F1 hétérozygote produira 4. Et bien sûr de fréquence ou de proportion différentes de proportions équiprobables. Si on considère les gènes étudiés indépendants, or on constate que la génération F2 obtenue est composée de 4 phénotypes différents avec les proportions suivantes. Le phénotype grand N, grand R, on a 39, presque 40%. Petit t, petit b, c'est-à-dire tronqué et brune, on a à peu près 40%. N, normal, brune, on a seulement 10 à 11%, et tronqué rouge, on a 10 à 11%. On obtient deux phénotypes parentaux, NR et TB, et deux phénotypes recombinés, NB et TR, et que la proportion des phénotypes parentaux sont majoritaires sur les phénotypes recombinés. Ceci ne peut être expliqué que par le fait que la femelle hybride F1 produit 4 types de gamètes différents par échange de segments de chromatides entre chromosomes homologues, c'est-à-dire il y a eu un crossing over lors de la première division de la méiose. Donc les deux gènes étudiés qui gouvernent les deux caractères, la couleur des yeux et la forme des ailes, sont liés à liaison relative et portés par le même couple de chromosomes homologues. Puisqu'on a un pourcentage de recombinés, donc la liaison elle est relative. Alors, sachant que les deux gènes sont liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome, on nous demande ici d'écrire les génotypes des parents. Alors, on a le premier croisement, le deuxième croisement, les parents P1, P2 et F1 avec le mâle muté. Donc, le premier parent P1, pur homozygote de phénotype grand N, grand R, donc il sera grand N, grand R, grand N, grand R. Le parent P2, pur homozygote
de phénotype petit t petit b sera petit t petit b, petit t petit b. Ainsi, la femelle de la génération F1 qui est hétérozygote, qui est hybride, et a un phénotype grand N, grand R, sera grand N, grand R, petit t, petit b. C'est-à-dire elle va avoir les 4 allèles. Bien. Par contre, le mâle muté, qui est pur et homozygote, donc il sera petit t, petit b comme phénotype, et comme génotype, il aura petit t, petit b, petit t, petit b. Donc c'est ça ce qu'on appelle déterminer les génotypes des individus qu'on va utiliser dans ces croisements. Et on vous demande de schématiser le comportement des chromosomes au cours de la méiose pour expliquer l'obtention de ces individus à la génération suivante du croisement test. Les catégories non parentales les moins abondantes, c'est-à-dire les types recombinés, sont liées à la présence de crossing over, phénomène qui se produit rarement entre chromatides non sœurs des deux chromosomes homologues dupliqués selon la distance entre les gènes étudiés. Les crossing over entre chromatides sœurs peuvent avoir lieu, mais sans conséquence au niveau des gamètes produits. L'arrangement initial des gènes sur les deux chromosomes est appelé combinaison parentale, et les deux nouvelles combinaisons sont appelées types recombinés. Alors, la représentation schématique, vous voyez ici les deux chromosomes, c'est-à-dire la paire de chromosomes au début. Donc, il va y avoir une duplication. Donc, voilà que chaque chromosome a été dupliqué. Et chaque chromosome, bien sûr, présente les deux gènes étudiés. Enfin, gène qui contrôle la couleur des yeux et le gène qui contrôle la forme des ailes. À la prophase de la première division, vous voyez ici, il va y avoir un chiasma, une rencontre entre les chromatides des chromosomes homologues, de la paire de chromosomes, ce qu'on appelle tétrade. Et au cours de cette rencontre, il peut y avoir un échange de fragments. Donc le bleu va avoir un petit morceau rouge et le rouge va avoir un petit morceau bleu. Ainsi, on a cette photo-là, la voilà. Donc la cellule mère des gamètes NR petit t petit b. Après, bien sûr, la duplication, on va avoir cette chose à la première division, le chiasma. Échange des morceaux de fragments. On va avoir ici grand N, grand R, grand N, petit b, grand N, grand R, grand N, petit b. Puis on va avoir ici petit t, grand R et petit t, petit b. Voilà. Et après la séparation du chromatide de la deuxième division, on va avoir 4 types de gamètes que voilà. Grand N, grand R, grand N, petit b, petit t, grand R, petit t, petit b. Donc c'est ça ce qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire schématiser le comportement des chromosomes. Et après, on vous demande de donner l'interprétation chromosomique des croisements 1 et 2. Comme interprétation chromosomique du premier croisement, les parents P1 mâle, P2 femelle, les phénotypes, les voilà, les génotypes, on a déterminé à la deuxième question, c'est-à-dire à la deuxième question ici, génotype. Les gamètes, puisqu'ils sont des races pures, ils vont donner seulement un seul type de gamètes. La rencontre des deux gamètes va nous donner un individu qui est un hybride contenant les 4 types d'allèles, et bien sûr les dominants qui vont apparaître, c'est grand N, grand R. Voilà. Le phénotype des parents, le génotype, le voilà. La formation des gamètes, la voilà. La rencontre des deux gamètes, donc grand N, grand R et petit t, petit b. Donc l'ensemble va donner un individu qui va avoir NR 100%, c'est-à-dire une génération homogène. Donc ceci est compatible avec les données qu'on a dans l'exercice. Deuxième croisement. On a F1 avec un mâle. Deuxième croisement. Donc on a avec un mâle muté, pas F1. Donc la femelle, elle est hétérozygote, va produire 4 types de gamètes, non pas de même proportion, et l'individu mâle qui est homozygote va donner bien sûr un seul type de gamète. La rencontre du gamète du mâle avec ceux de la femelle va donner 4 types de phénotypes. Grand N, grand R, petit n, grand b, petit b, petit t, grand R, petit t, petit b. Donc voilà le deuxième croisement, c'est-à-dire le tableau ou l'échiquier qu'on peut avoir. Le mâle va donner seulement un seul type de gamète, la femelle 4 types. Donc on n'a pas un quart, un quart, un quart, un quart, mais 39
10,81, 10, etc. C'est-à-dire qu'on a déterminé d'après les résultats qu'on a eu ici. Ici, la femelle de la F1 produit 4 types de gamètes aux proportions inégales avec un nombre élevé de gamètes de type parental, gros N, gros R et petit t, petit b, et un nombre très faible de gamètes néoformés, c'est-à-dire nouvellement formés, ou recombinés, gros N, petit b et petit t, gros R. On ne peut donc expliquer ce résultat qu'en admettant que lors de la formation des gamètes chez les brides diploïdes, précisément à la prophase de la première division de la méiose, il s'est produit un crossing over, c'est-à-dire un échange de segments de chromatide entre chromosomes homologues. C'est ce qui justifie l'apparition des gamètes nouveaux ou recombinés. Dans ce cas, la liaison des gènes est dite partielle si on note P le taux de recombinaison, c'est-à-dire les gamètes recombinés sont produits chacun dans des proportions. C'est ce que justifie l'apparition des gamètes nouveaux ou recombinés. Dans ce cas, la liaison des gènes est dite partielle. Si on note P, le taux de recombinaison, les gamètes recombinés seront produits chacun dans des proportions P sur 2, tandis que les gamètes parentaux, c'est-à-dire non recombinés, seront produits dans des proportions 1 moins P, c'est-à-dire la valeur qu'on a donnée ici de recombinaison, 1 moins P, le tout sur 2. Dernière question, que peut-on déduire de l'analyse du troisième croisement? Le troisième croisement, que voilà. Alors on constate ici que les mâles de F1 et les femelles qui sont mutés. Normalement, puisqu'il n'y a pas de liaison avec les autosomes, on doit avoir ici même valeur que ici. Or, on a seulement 50%, 50%. 50% de drosophiles de type sauvage et 50% de type muté. C'est-à-dire, on a seulement les phénotypes parentaux. Alors que les phénotypes recombinés, on n'en a pas. Alors, comment peut-on expliquer ça et que peut-on déduire? Le troisième croisement est un test cross entre une drosophile mâle de la génération F1 double hétérozygote avec une drosophile femelle double homozygote récessive. Le résultat de ce croisement fait apparaître seulement deux types de phénotypes en F2 de type parentaux avec les proportions suivantes. C'est-à-dire pour le phénotype parental grand N, grand N, grand N, grand R, on va avoir à peu près 50%. Et même pour le phénotype petit t, petit p, on va avoir aussi 50%. Ces résultats expérimentaux montrent que le mâle de drosophile hybride F1 produit seulement deux types de gamètes, type NR, petit t, petit b. Alors que la femelle, bien sûr, qui est homozygote, va donner seulement un seul type de gamètes, petit t, petit b. On peut expliquer ces résultats en admettant que les deux couples d'allèles sont transmis en bloc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de disjonction du couple d'allèles lors de la méiose chez le mâle de drosophile. C'est une particularité inconnue chez les autres espèces. On déduit que le brassage intrachromosomique ne se réalise pas chez le mâle de la drosophile. Lors de la gamétogenèse, la liaison est totale ou liaison absolue des gènes. C'est-à-dire que chez les mâles de drosophile, il n'y a pas eu de crossing over. Donc voilà l'interprétation chromosomique. Donc les parents, la femelle, le mâle NR et la femelle petit t, petit b. Il va donner seulement un seul type de gamète, alors que ce mâle-là va donner seulement deux types de gamètes. Donc il n'y a pas de crossing over pour avoir les gamètes recombinés. Et lorsqu'on fait l'échiquier de croisement, on trouve bien sûr 50%, 50%. À retenir. Dans le cas de gènes liés, le croisement des hybrides F1 fois F1 ou le croisement test-cross donne une génération composée, soit seulement des phénotypes parentaux, ce qui permet de déduire que le phénotype de crossing over est absent, soit quatre phénotypes de recombinés et deux parentaux, et que le pourcentage des phénotypes parentaux est très élevé par rapport au pourcentage des phénotypes recombinés, ce qui permet de déduire que le crossing over est présent. Les phénotypes recombinés sont les résultats du brassage intrachromosomique, c'est-à-dire le crossing over. Et la loi de Mendel, la troisième loi de Mendel, n'est pas applicable dans le cas de gènes liés.
Un autre cas, on croise entre elles les drosophiles de race pure, des mouches de phénotype sauvage à corps gris et ailes normales, et des mouches mutées à corps noir allèle black B et ailes vestigiales V. Et on obtient dans la génération F1 que des mouches sauvages. Le croisement des mouches de F1 entre elles donne en F2 75% des drosophiles grises à ailes normales et 25% des drosophiles noirs à ailes vestigiales. Déterminer le génotype des drosophiles de la génération F1 et comment interpréter les résultats du deuxième croisement. Comme toujours, arrêtez la vidéo, essayez de répondre. Alors, comme première réponse, étude transmission de deux caractères, donc il s'agit d'hybridisme. On voit ici qu'on étudie deux types, c'est-à-dire le corps, la couleur du corps et la forme des ailes. Analyse de données du premier croisement. À propos de la dominance, tous les individus F1 sont gris à ailes normales. Génération homogène à phénotype de l'un des parents. Donc, application de la loi de Mendel, de la première loi de Mendel, on en déduit que l'allèle gris et l'allèle normal sont dominants, qu'on note grand N pour l'allèle normal et grand G pour l'allèle gris, alors que les allèles vestigiales et noirs sont récessifs, qu'on note petit v et petit n. Le génotype des F1 s'écrit en cas de gène indépendant grand G, grand N, petit n, petit v, alors qu'en cas de gène lié, grand G, grand N, petit n, petit v. Pour interpréter ces résultats, donc la génération F2 est composée de 75% de drosophiles grises à ailes normales, qui est un phénotype dominant, et 25% de drosophiles noirs à ailes vestigiales, qui est un phénotype récessif. Ces résultats correspondent à ceux du monohybridisme et que les deux couples d'allèles se comportent comme un seul couple. Comme hypothèse, les deux couples d'allèles sont liés et par conséquent sont portés par une seule paire de chromosomes. Comme interprétation chromosomique, pour confirmer cette hypothèse, donc on a ici les parents, P1, P2 de race pure, leur phénotype, le voilà, leur génotype, le voilà, donc ce sont de race pure, et ils vont donner seulement qu'un seul type de gamète, grand G, grand N, grand G, grand N, grand G, grand N et petit n, petit v. Donc on va avoir grand G, grand N sur petit n, petit v. Et comme phénotype, grand G, grand N, qui correspond bien sûr au résultat qu'on a ici. Le deuxième croisement, c'est-à-dire un F1 fois F1, deux hétérozygotes. Or, on sait que les hétérozygotes vont donner 4 types de gamètes. Or, ici, on n'a seulement que 2 types de gamètes, que chacun n'a donné que 2 types de gamètes. Et lorsqu'on fait l'échiquier, on trouve bien sûr 4 cases, 3 quarts, ils ont grand G, grand N comme phénotype, et 1 quart, il a seulement petit n, petit v. Les proportions phénotypées correspondantes sont 75%, 25%, comme on a trouvé ici, ce qui confirme les données. Par conséquent, l'hypothèse selon laquelle les couples d'allèles sont liés est vérifiée. À retenir. Deux gènes représentés par deux couples d'allèles, grand A petit a, grand B petit b, impliqués dans la transmission de deux caractères grand A et grand B qui sont dominants. Si en F2 on constate une distribution de type 3 quarts de AB, c'est-à-dire dominant, et 1 quart de petit a petit b récessif, on peut affirmer que les deux gènes sont liés. Parce qu'on a vu que lorsqu'ils sont indépendants, dans le cas de F1 fois F1, on a 4 phénotypes dans des proportions 9, 3, 3, 1. Un autre cas, deux lignées pures de drosophiles, l'une à corps gris et soit normale, l'autre à corps ébène et soit épaisse, sont croisées entre elles. En F1, tous les insectes sont gris et présentent des soies normales. On effectue alors un croisement entre ces hybrides de première génération et la souche pure à corps ébène et soie épaisse qui aboutit au résultat suivant. 50% des insectes possédant un corps gris et des soies normales, 50% d'insectes possèdent un corps ébène et des soies épaisses. Pour s'assurer des résultats, on recommence la même expérience, mais cette fois, la population d'insectes obtenue se décompose comme suit.
42,5% possédant un corps gris et des soies normales, 7,5 possédant un corps gris et des soies épaisses, 7,5 corps ébène et soies normales, 82,5 corps ébène et soies épaisses. Comme question, identifier les caractères dominants et les caractères récessifs. Quel est le génotype des hybrides obtenus en F1? Troisième question, pourquoi n'observe-t-on que deux catégories d'insectes lors du 12e croisement? Que pouvez-vous en déduire quant à la position des gènes sur les chromosomes? Par quel processus a-t-on pu obtenir un résultat différent? Représentez le génotype de chaque type d'insecte. Donc vous avez pas mal de connaissances maintenant pour pouvoir résoudre cet exercice. Alors arrêtez la vidéo et essayez de répondre. Prendre un stylo et une feuille et essayez de répondre. Après, comparez vos réponses aux résultats qu'on va vous représenter. Alors, comme première question, tous les hybrides obtenus en F1 présentent un corps gris et des soies normales. Nous pouvons déduire que les caractères corps gris et soies normales sont dominants, alors que les caractères corps ébène et soies épaisses sont récessifs. Et qu'on va noter grand G pour corps gris, petit EB pour corps ébène, grand N pour soie normale et EP pour soie épaisse. Génotype. Les hybrides résultant du croisement de deux lignées pures vont être bien sûr hétérozygotes. Leur génotype comprendra alors les 4 allèles parentaux, soit grand G, petit e, p et N, grand N, petit e, p, si les gènes sont indépendants, soit grand GN, grand G, grand N et ébène et P si les gènes sont liés. Alors, comme réponse 3, le deuxième croisement est un croisement test, effectué entre un insecte de souche pure, récessif, et un hybride, grand G, grand N, phénotype dominant. Sachant que la souche pure récessive ne fournira qu'un seul type de gamètes, alors que la souche hybride en fournira 4 types de gamètes différents. Ainsi, nous devrions obtenir 4 phénotypes distincts. Or, dans la génération F2 obtenue, on constate seulement 2 phénotypes parentaux, grand G, grand N et petit EP, petit EB, ébène épaisse, apparaissent dans la descendance. C'est que l'hybride de F1 mâle n'a produit que 2 types de gamètes, absence de crossing over chez le mâle, qui est le mâle de la drosophile. Nous pouvons donc en déduire que les 2 gènes responsables des caractères étudiés, couleur du corps et aspect des soies, sont liés et qu'il s'agit d'un linkage absolu, chez le mâle bien sûr. Par quel processus a-t-on pu obtenir un résultat différent? C'est-à-dire dans le cas, on a croisé une femelle de F1 avec un mâle. C'est-à-dire on commence la même expérience, mais cette fois, la population d'insectes obtenue se décompose comme suit. Réponse 4. À l'inverse du cas précédent, nous obtenons cette fois 4 phénotypes distincts. Les phénotypes grand G épais et épais normal apparaissent dans une plus faible proportion, 7,5 chacun, et que le phénotype parentaux apparaissent avec des proportions majoritaires, à peu près 42,5%. On peut expliquer ces résultats par la présence d'un crossing over chez la femelle, ce qui confirme que les gènes sont liés. Si on présente le génotype, alors, les drosophiles hétérozygotes, souche hybride, et la drosophile homozygote, souche pure. Donc, les phénotypes grand GN, grand G, grand N parental et petit b, petit EP parental, les voilà, donc leur génotype et sa représentation. Alors que les caractères ou les phénotypes recombinés, les voilà avec leur génotype et leur représentation et leur pourcentage. Chez les drosophiles, les crossing over ne se produisent que chez les femelles. Les mâles ne subissent pas de crossing over. Dans un croisement faisant intervenir 2 gènes liés, on n'obtiendra chez le mâle hétérozygote que 2 catégories de gamètes, parentales équiprobables, avec absence de gamètes recombinés. Donc ça, à savoir et à retenir. Cas numéro 5.
On dispose de deux variétés pures d'une plante alimentaire. L'une à graines brunes et riche en amidon, l'autre à graines blanches et riche en sucre. Le premier croisement de ces deux variétés donne une F1, une génération F1, où tous les individus ont des graines brunes et riches en amidon. Le deuxième croisement, on croise ensuite un individu de variété à graines brunes et riche en amidon avec un individu à graines blanches et riche en sucre. On obtient une génération composée de ces individus-là. Comme question, quel renseignement peut-on tirer de ces résultats? De quel type de croisement s'agit-il? Justifiez votre réponse. Interprétez génétiquement les résultats de ce croisement tout en écrivant les génotypes des parents et des descendants. Précisez la localisation chromosomique des gènes en question. On veut sélectionner une variété pure possédant des graines brunes riches en sucre. Quel croisement doit-on réaliser? Quelle proportion d'individus ayant le phénotype graines brunes riches et en sucre, bien sûr, obtiendront-on? Et quelle proportion d'individus recherchés peut-on prévoir? Donc c'est une application de tout ce qu'on a vu dernièrement. Alors, encore une fois, prendre un stylo et une feuille et essayer de répondre tout seul en appliquant tout ce que vous avez su jusqu'à maintenant concernant les gènes liés. Alors, comme réponse à la première question, donc les parents sont variés. Donc, les parents sont de variétés pures qui diffèrent par deux caractères, la couleur des graines et la richesse des graines en substance de réserve. C'est un cas de d'hybridisme parce qu'on étudie deux caractères. En considérant que les deux couples allèles grand A petit s et grand B petit b, tels que B, grand B petit b détermine la couleur des graines, c'est-à-dire la couleur qu'on a ici brune, petit b, c'est-à-dire riche en amidon, détermine la couleur des graines, on a blanc, blanche et brune, et AS détermine la richesse des graines, A graines riches en amidon et S graines riches en sucre. La F1 est uniforme, la première loi de Mendel est vérifiée, formée, c'est-à-dire la génération F1, formée par des graines ayant un phénotype déterminé par les allèles dominants, c'est-à-dire elles ont un phénotype dominant, c'est-à-dire qu'un hybridisme avec dominance absolue, donc B domine petit b et grand A domine petit s. De quel type de croisement s'agit-il? Le deuxième croisement. Le deuxième croisement est un test cross. Justification. L'individu testeur de la variété à graines blanches et riche en sucre est un individu double homozygote et récessif. Comme l'un des deux parents est croisé avec un individu du phénotype dominant à graines brunes et riches en amidon, ce croisement a fourni 4 phénotypes différents, d'où on peut déduire ou dire que l'individu testé, c'est-à-dire le F1, ou l'individu ayant les caractères dominants, est un double hybride possédant les allèles différents, c'est-à-dire les 4 allèles différents. Interprétation chromosomique. Le test cross a fourni 4 phénotypes différents, dont 2 sont de types parentaux et 2 types recombinés. Si les deux couples d'allèles sont indépendants, on aurait dû obtenir des proportions phénotypiques du type 1 quart, 1 quart, 1 quart. Or, les proportions obtenues sont nettement différentes. Donc, les deux gènes ne peuvent pas être indépendants. Nouvelle hypothèse, les deux couples d'allèles sont liés, c'est-à-dire portés par la même paire d'autosomes à une distance d l'un de l'autre. Comme interprétation chromosomique du premier croisement. Donc, les parents P1 et P2, on connaît leur phénotype, donc graines blanches riches en amidon, grand B, grand A, et graines blanches, les parents P1, graines brunes riches en amidon, grand B, grand A, et P2, graines blanches riches en sucre, petit b, petit s. Puisqu'ils sont purs, ils vont avoir BA, BA et BS, BS. Ils vont fournir seulement un seul type de gamète, grand B, grand A, petit b, petit s, dont la rencontre va donner un individu qui est hétérozygote, avec 4 allèles différentes, mais de phénotype de l'un des parents qui est grand B, grand A. C'est-à-dire, les graines sont brunes et riches en amidon. Alors que le deuxième croisement, c'est un test cross. Donc, un parent qui est hybride, c'est le F1, et un testeur qui est un double récessif. Le double récessif, on connaît son phénotype et on connaît qu'il va donner seulement un seul type de gamète. Alors que l'individu hybride,
dans le phénotype dominant et génotype contenant les 4 types de gamètes va donner 4 types de gamètes, mais de proportions différentes. Donc l'individu testeur étant double récessif ne fournit qu'un seul type de gamète. Et les 4 types et les quatre phénotypes obtenus par ce croisement s'expliquent par une diversité gamétique chez l'hybride qui doit alors fournir 4 types de gamètes différentes. Les gamètes recombinés sont issus donc d'un brassage intrachromosomique, c'est-à-dire il y a eu un crossing over au cours de la méiose pendant la prophase 1, c'est-à-dire la première division de la méiose. Donc, comme brassage intrachromosomique, voyez ici, donc on a bien sûr le chromosome parental, bien sûr. Après la duplication, la première division, c'est-à-dire il va y avoir une rencontre ou un chiasma entre les chromatides des chromosomes homologues de la tétrade. Après séparation des chromatides à l'anaphase, on va avoir ici un changement de fragment de chromosome. Et enfin, bien sûr, on va avoir subdivision des cellules, la cellule mère en 4 cellules, et chacun va avoir un chromosome avec des allèles différents. Certains sont parentaux et certains sont recombinés. Donc, comme échiquier, voilà, donc pour le testeur, c'est-à-dire l'individu qui est homozygote va donner seulement un seul type de gamète BS à 100%, alors que les autres vont donner bien sûr des gamètes à pourcentage différent. Donc on a supposé dernièrement que le taux de recombinaison est P. Alors pour les deux recombinés, leur taux c'est P sur 2, P sur 2. Les recombinés c'est P. D'accord? Donc pour chacun c'est P sur 2. Alors que pour les parents ça sera 1 moins P. Donc les recombinés P et les parents, enfin les types parentales, 1 moins P. Pour chacun va avoir 1 moins P sur 2. Donc, comme proportion, grand B, grand A, 1 moins P sur 2. De même pour petit b, petit s. Pour grand B, petit s, ça sera P sur 2. Et pour petit b, grand A, ça sera bien sûr P sur 2. Ceci, théorique. Par contre, expérimental, voilà ce qu'on a. D'après les valeurs qu'on a ici, bien sûr. Donc, on a soit 47,30, 44,60, 4,12, 3,87. Donc, à peu près, les valeurs sont proches entre les deux phénotypes parentaux et entre les phénotypes recombinés. Les résultats théoriques sont proches et conformes. Les résultats théoriques sont proches et conformes aux résultats expérimentaux, d'où la validité de l'hypothèse. Donc, les deux gènes sont alors liés. Si on précise, donc on nous demande de préciser la localisation chromosomique. Pour cela, on doit calculer la distance entre les deux gènes. On sait que la distance entre les deux gènes est égale à la fréquence des recombinés. On a pour le premier type 4,12%, le deuxième 3,87%, le total est 7,90%, donc à peu près 8%. Donc la distance D entre les gènes A et B, c'est 8 centimorgans. Donc on représente la carte génétique ou la carte factorielle de cette façon-là. Voilà, voilà donc le chromosome et les deux gènes avec la distance qui est égale à 8 centimorgans. Quel croisement doit-on réaliser pour sélectionner une variété pure possédant des graines brunes et riches en sucre? Donc pour obtenir une variété pure à graines brunes et riches en sucre, on doit alors croiser des parents pouvant fournir tous les deux des gamètes recombinés grand B petit s. Donc il faut croiser les individus de F1 entre eux, F1 fois F1. Les gamètes BS sont grand B petit s sont obtenus par brassage intrachromosomique. Voilà donc l'échiquier. Donc le premier va donner 4 types de gamètes avec un pourcentage. Et le deuxième individu de F1 toujours va donner 4 gamètes. Voilà leur pourcentage. Nous, ce qu'on cherche, c'est grand B, grand BS, grand BS, grand BS. Donc, c'est 3 types de génotypes qui vont donner le même phénotype recherché. Donc, pour calculer le pourcentage demandé, on doit bien sûr multiplier ces valeurs entre elles. Donc,
pour celui-là, c'est soit 4 fois 46. Celui-là, 46 fois 4, et celui-là, 4 fois 4. Donc, quelle proportion d'individus ayant le phénotype graine brune riche en sucre obtiendront-on? Ce sont ceux-là. Alors pour cela, on doit calculer la proportion. Les individus ayant le phénotype grand BS ont pour génotype BS-BS ou BS petit b petit s. Le pourcentage de ce phénotype est la somme des fréquences des trois génotypes. Donc c'est la somme des fréquences des trois génotypes. Donc pourcentage de BS, c'est-à-dire le phénotype grand B petit s, c'est 2 fois 0,46 fois 0,04. Celui-là, 0,04 fois 0,46. Celui-là, 0,46 fois 0,4. Donc 2 fois. Plus une seule fois 0,04 fois 0,04. Et on va avoir 3,84%. Donc les plantes à graines brunes riches en sucre représentent dans la population qu'on peut avoir seulement 3,84% de la descendance obtenue. Quelle proportion d'individus recherchés peut-on prévoir? Ces individus graines brunes riches en sucre de la variété pure doivent être homozygotes de génotype BS-BS et leur proportion c'est 0,04 fois 0,04. C'est-à-dire pour obtenir seulement des individus qui sont purs, comme celui-là, donc on doit avoir 0,04 fois 0,04, ça veut dire 0,16%. Donc il peut représenter 1/6 de la descendance obtenue. Donc comme conclusion, lorsque deux gènes sont portés par le même chromosome, on dit qu'ils sont liés. Ils peuvent être liés sur un autosome ou sur un chromosome sexuel. On avait dans cette vidéo seulement le cas de gènes portés par un autosome. Dans la prochaine vidéo, on va voir les gènes portés par un chromosome sexuel. Rappelons qu'un échange réciproque de segments chromosomiques peut avoir lieu lors de l'appariement des chromosomes homologues en prophase 1 de la méiose. Cet événement est appelé crossing over et aboutit à une recombinaison des gènes entre les chromosomes homologues. Lorsque deux gènes sont situés sur le même chromosome, les cas suivants sont possibles. Si aucun crossing over n'a lieu entre les deux gènes, seuls deux types de gamètes seront formés et chaque gamète conservera la combinaison d'allèles présentes sur l'un ou l'autre chromosome, c'est-à-dire des parents. Ces gamètes sont dits parentaux. Si deux gènes sont si proches l'un de l'autre que la probabilité d'un crossing over est trop faible pour être facilement détectée, ce cas de liaison totale ne donne que les deux types de gamètes parentaux. On parle de limite inférieure. Si un crossing over a lieu entre les deux gènes, il entraînera l'apparition de deux nouvelles combinaisons alléliques. Ce sont deux types de gamètes recombinés. Et lorsque la distance entre les deux gènes augmente, la fréquence d'apparition des gamètes recombinés augmente et celle des gamètes parentaux diminue. Quand deux gènes situés sur le même chromosome sont éloignés l'un de l'autre, la proportion des gamètes recombinés tend vers 50%, sans jamais dépasser cette valeur. S'il existe 50% de recombinés, les quatre types de gamètes sont en proportion égale 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Dans ce cas-là, la transmission de deux gènes éloignés sur un même chromosome est semblable à la transmission de deux gènes sur deux chromosomes différents. Et on va voir le type parentaux est égal au type recombiné, c'est-à-dire 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Et on parle de limite inférieure. Donc à la prochaine vidéo, toujours dans le cas des hybrides liés, mais dans ce cas, on va voir des gènes liés au sexe, des cas de codominance et des cas de létalité. Alors, essayez d'être au rendez-vous.